L'Amazonie représente plus de la moitié des forêts restantes sur la planète. Des milliers d'îles inconnues jusqu'aux fleuves qui pourraient te brûler vif. Accompagnez-nous pour découvrir les 15 découvertes saisissantes de la forêt amazonienne qui ont bouleversé le monde entier. Numéro 1. Des scientifiques découvrent des milliers d'îles vierges. Le barrage de Balbina, construit dans les années 1980 dans le bassin de l'Amazone, a généré des milliers de petites îles forestières, mais peu prospères. Avec plus de 3500 îles formées à partir du réservoir, le barrage de Balbina est l'un des plus grands réservoirs d'Amérique du Sud. Cela a conduit à la formation de taches forestières insulaires dans la région. Les barrages hydroélectriques, comme celui de Balbina, sont l'une des principales causes de la perte et de la fragmentation de l'habitat forestier. Le nouveau paysage qui a émergé après la création de ce barrage est un exemple clair de l'impact négatif sur la forêt. De nombreuses espèces risquent de disparaître rapidement des petites îles. Les experts estiment que d'autres facteurs contribueront également à déterminer si une espèce pourra ou non faire face à ce stress. Dans une étude, 22 îles forestières de tailles différentes ont été comparées à 3 sites voisins reliés à la forêt principale, mais qui n'étaient pas des îles. L'étude a recensé 608 espèces, représentant 8 groupes biologiques. Selon les résultats, seules quelques grandes îles abritaient la majeure partie de la diversité et possédaient des ensembles complets d'espèces. Les plus petites îles ont souffert. Avant de continuer cette vidéo, appuie dès maintenant sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Seuls les tatouilles ont survécu pendant plus de 30 ans. Les plus grands mammifères, comme les jaguars et les tapirs, ont disparu en raison du manque d'espace. L'extraction des espèces sur les îles individuelles était courante et non aléatoire, les plus grandes espèces étant les plus susceptibles de disparaître. Numéro 2. Mapagari. Tout comme le Sasquatch aux États-Unis ou le fantôme aux yeux noirs en Grande-Bretagne, la forêt amazonienne a aussi sa propre créature mythique légendaire à l'apparence cauchemardesque, appelée Mapagari. Selon le folklore brésilien, cette entité monstrueuse, également appelée Yuma, vit dans les profondeurs de la forêt amazonienne. De nombreux récits racontent que le Mapagari était autrefois un chaman amazonien qui a découvert la clé de l'immortalité il y a des milliers d'années. Mais cela a mis les dieux en colère, qui l'ont puni en le transformant en une bête errante évolue. Les représentations de cette créature légendaire ont tendance à varier. Certains récits le décrivent comme un cyclope humanoïde évolu, tandis que d'autres affirment qu'il s'agit en réalité d'un souvenir culturel d'un paresseux terrestre géant. La plupart des observations modernes correspondent à la description du paresseux géant aujourd'hui disparu. Les cryptozoologues pensent que le Mapagari est un mylodontidé ou un mégalodontidé de nage de glace qui habitait cette région. La créature dégage une odeur terrible qui peut provoquer l'inconscience. Certaines histoires suggèrent qu'elle a une bouche sur l'abdomen. Le nom Mapagari vient de 3 mots tupi-guarani qui, ensemble, signifient une créature avec un pied ou une griffe pliée ou tordue. On dit que le Mapagari a un seul œil, de longues griffes, une peau de caïman et les pieds tournés vers l'arrière. Il peut marcher sur 4 pattes ou sur 2. Certains témoignages le décrivent comme un animal nocturne, agile et rapide, qui se nourrit de végétation comme les fruits de bacaba et de babassu. Il n'existe aucune preuve concluante de son existence, mais les habitants locaux croient fermement qu'il est réel. Numéro 3. D'étranges villages abandonnés. Des chercheurs ont découvert 25 villages qui ont été abandonnés il y a très longtemps en explorant ce que l'on appelle aujourd'hui Vetadacre, dans l'ouest du Brésil. Ces villages datent d'entre 1300 et 700 après Jésus-Christ. Une équipe de scientifiques a utilisé un hélicoptère équipé de la technologie LIDAR, ou technologie de détection et de mesure de la lumière, pour voir ce qui se cache sous le feuillage de la forêt tropicale et obtenir une vue d'ensemble des structures de cette zone. En plus des communautés circulaires, ils ont également découvert 11 autres villages construits selon des schémas rectangulaires et 15 qui étaient si anciens et tellement détruits qu'il n'a pas été possible de se faire une idée de leur agencement. Les archéologues ont trouvé entre 3 et 32 monticules, dont la hauteur variait de moins de 3 mètres à plus de 20 mètres. Ces villages étaient disposés en cercle, reflétant peut-être la conception cosmique des habitants indigènes. Un réseau de chemins en contrebas, bordé de hauts talus, reliant les villages dans un vaste réseau, a également été découvert.
Pendant de nombreuses décennies, les archéologues ont cru que cette partie de la forêt tropicale était peu peuplée avant la colonisation européenne. Mais ces images lidar racontent une histoire totalement différente. Des siècles avant l'avènement de cette culture de construction de monticules, les habitants de la région avaient l'habitude d'ériger d'énormes remblais aux formes géométriques évidentes, mais ils les ont abandonnés vers 950 avant Jésus-Christ. Numéro 4. Les hommes du tout. Les hommes du tout est un titre donné à un autochtone qui, selon les rapports d'une organisation à but non lucratif appelée Survival International, a survécu isolé dans la forêt amazonienne pendant environ 26 ans. Il vivait dans l'état brésilien appelé Rondônia. Il était le dernier membre vivant d'une tribu amazonienne non contactée. Selon la plupart des rapports, il avait environ 60 ans au moment de sa mort. On lui a donné ce surnom en raison de son habitude de creuser de profonds trous dans le sol pour piéger des animaux aussi cachés. Le corps a été retrouvé par un fonctionnaire de l'Agence de protection des indigènes du Brésil, appelé Funé. Il se trouvait dans un hamac à l'extérieur de sa hutte de paille. Il n'y avait aucun signe de lutte ou de violence, ce qui indique une mort naturelle. Toute sa tribu a été massacrée lors d'attaques brutales qui ont duré des décennies. Les assaillants étaient principalement des éleveurs qui voulaient étendre leurs terres. Fiona Watson, directrice de la recherche et du plaidoyer chez Survival International, a déclaré que personne ne connaissait le nom de cet homme et qu'il n'existait aucune information sur sa tribu. Avec sa mort, l'épuration ethnique de son peuple a été achevée. Les défenseurs des droits humains considèrent cela comme un acte délibéré d'anéantissement perpétré par des éleveurs avides. Personne ne sait comment il a survécu seul dans la jungle pendant plus de 20 ans, ni quelles horreurs il a pu voir. Il a résisté fermement à toute tentative de contact et a clairement exprimé son désir d'être laissé en paix. En 2018, la Funée a publié des images de cet homme en train d'abattre un arbre. Dans son campement abandonné, on a retrouvé les cultures qu'il avait plantées, comme du maïs, de la papaye et des bananes. Numéro 5. Napulsua. Il y a quelques années, des visiteurs de la forêt amazonienne péruvienne ont découvert une étrange structure ressemblant à une clôture qu'ils ont surnommée la Pulsua. C'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, ce qui a éveillé leur curiosité. Les naturalistes voulaient découvrir comment elle avait été fabriquée et par qui, alors ils ont observé la structure pendant plusieurs jours, mais ils n'ont pas réussi à résoudre ce mystère. Le scientifique Troy Alexander a consulté des entomologistes et a conclu qu'elle avait probablement été construite par une araignée cribellate, connue pour ses structures élaborées. Certains experts étaient d'accord avec cette hypothèse, bien que d'autres aient suggéré qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un champignon ou d'une chenille. Le scientifique Phil Torres, accompagné des entomologistes Larry Reeve et Gina Hill ainsi que du photographe Jeff Creamer, est retourné sur le site où la clôture avait été trouvée et a observé la zone pendant une semaine. Finalement, ils ont découvert des bébés araignées en train de naître à partir de 3 de ces clôtures. Ils ignorent encore à quelle espèce d'araignée elles appartiennent, mais ces clôtures de piquets attirent leur attention pour plusieurs raisons. L'une des raisons est que les araignées n'ont généralement pas l'habitude de pondre des œufs et de les abandonner, mais plutôt de les déposer dans des cocons de soie et des sacs d'œufs tissés dans leur propre toile afin de les protéger au maximum. Ils ont également trouvé de nombreux acariens dans la zone où se trouvaient les clôtures, ce qui les a amenés à envisager ces acariens comme de possibles créateurs des clôtures, jusqu'à ce que les entomologistes découvrent les araignées. Ils pensent que la clôture protège l'œuf des insectes prédateurs et attire des acariens, des fourmis et d'autres insectes pour les petites araignées nouvellement écloses. Les scientifiques poursuivent leurs recherches afin d'obtenir plus d'informations sur ces araignées et ces clôtures. Numéro 6. Une rivière bouillante. Le Chanetapishka, également connu sous le nom de la Bomba, est un affluent de l'Amazone. C'est la seule rivière bouillante au monde, avec des températures incroyablement élevées. La température de l'eau varie entre 45 et 100 degrés Celsius. Son nom, Chanetapishka, signifie « bouilli par la chaleur du soleil », mais en réalité, il est d'origine géothermique. Elle se trouve dans le sanctuaire Maya de Tulaku, qui fait partie de la haute forêt tropicale de Weniku. Les chamans locaux croient que la rivière bouillante a été enfantée par Yakumama, un immense esprit serpent également appelé la mère des eaux. Un scientifique spécialisé en géothermie nommé Andrés Russo a enquêté sur la source de la chaleur qui fait bouillir l'eau. La rivière a tendance à maintenir sa température élevée,
bien qu'elle ne se trouve près d'aucun volcan ni d'aucune bouche géothermique connue. Sa nature unique a été décrite comme un phénomène entièrement naturel par National Geographic. Il s'agit d'une caractéristique géothermique non volcanique qui s'écoule à des vitesses anormalement élevées. La plupart des experts pensent que la chaleur provient du gradient géothermique de la Terre. Étant plus proche du manteau terrestre, l'eau souterraine a tendance à avoir une température plus élevée. Apparemment, l'eau de pluie tombe sur la surface de la forêt amazonienne et s'infiltre dans la croûte terrestre à travers de profondes failles enracinées. Cette eau se réchauffe selon le gradient géothermique et ressort à la surface par des sources chaudes alimentées par des failles qui chauffent l'eau tout au long de son parcours. Ce fleuve extraordinaire est également en danger à cause de la déforestation rapide et pourrait disparaître dans un avenir proche si rien n'est fait. Numéro 7. Les géoglyphes. Récemment, des experts ont découvert des centaines de cercles dans le sol de la forêt amazonienne datant de plusieurs milliers d'années. Ces géoglyphes suggèrent que les humains manipulent le paysage ici depuis des millénaires, bien avant que les Européens ne posent le pied dans la région. Les scientifiques restent perplexes face à ces cercles et sont incapables d'en percer la signification. L'Amazonie a longtemps été considérée comme un écosystème vierge, resté en grande partie intact par l'homme jusqu'à l'arrivée des Européens. Mais cette nouvelle découverte prouve qu'il y avait des populations ici des siècles avant ce que nous pensions. La déforestation moderne a permis de révéler ces 450 fossés de forme géométrique qui s'étendent sur environ 13 000 km² dans l'Acre, au Brésil. Ces géoglyphes sont restés inaperçus pendant des centaines d'années, car ils étaient recouverts par la forêt. Mais la déforestation rapide de la région les a rendus visibles depuis le ciel. Les archéologues ne savent pas exactement pourquoi ces cercles ont été construits. Ils n'ont pas trouvé suffisamment d'artefacts pour déterminer s'il s'agissait d'un village ou d'une stratégie de défense. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'espaces de rassemblement rituels. Jennifer Walting, la chercheuse principale, et son équipe ont reconstitué 6000 ans de végétation et d'histoire des incendies autour de 2 de ces géoglyphes. Ils ont découvert que les humains avaient manipulé les forêts de bambou pour créer des clairières temporaires destinées à ces géoglyphes. Walting pense que ces preuves de contact humain mettent en avant l'ingéniosité des modes de subsistance du passé, qui n'ont pas entraîné la dégradation des forêts. Numéro 8. Les formibales. Dans la jungle amazonienne, une petite créature mortelle est la formibale. Atteignant une longueur allant jusqu'à 1,5 cm, certains d'entre eux peuvent tuer un humain adulte. Leur piqûre est si douloureuse que certains la comparent à une balle de revolver. Elle est considérée comme l'insecte le plus mortel de l'Amazonie. Selon l'entomologiste Dr Justin Schmidt, la piqûre de cette fourmi venimeuse provoque une douleur pure, intense et éclatante. C'est presque comme marcher sur des braises avec un clou de 8 cm planté dans le talon. C'est une fourmi originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Selon les chefs de douleur de Schmidt, sa piqûre est classée 4+, ce qui signifie qu'elle est extrêmement douloureuse. Les symptômes incluent une douleur insupportable, une paralysie temporaire et des tremblements dans la zone touchée. Heureusement, le venin de la piqûre d'une formibale ne se propage pas aux organes vitaux ni à d'autres parties du corps. Elle est également connue sous le nom de Perifa clavata en latin. Elle vit en colonie à la base des arbres de la forêt tropicale et les fourmis ouvrières se nourrissent de petits arthropodes et de nectar. On estime qu'il y a environ 4 formibales par hectare dans les forêts d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. La tribu indigène du Brésil, les sœurs Terimarué, entretient une relation rituelle avec les formibales. Ils tissent des gants avec des fourmis endormies et les jeunes ainsi que les enfants y introduisent leurs mains. Ils doivent supporter la douleur causée par les formibales réveillées pendant 5 minutes. Les garçons doivent répéter cela 20 fois pour achever leur rituel d'initiation et être considérés comme des hommes et des guerriers. Numéro 9. La tribu Awa non contactée. Les Awa sont des indigènes du Brésil qui vivent dans la forêt amazonienne. La tribu compte actuellement environ 350 membres et une centaine d'entre eux n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Cette tribu est considérée comme hautement menacée en raison du conflit avec les intérêts des exploitants forestiers sur le territoire qu'ils contrôlent. Les Awa parlent une langue guarani de Dotico appelée Guajar. Au départ, ils vivaient dans des villages, mais ont ensuite adopté un mode de vie nomade.
Au début du 19e siècle, le peuple Awa a subi des attaques de la part des colons européens qui détruisaient leurs forêts. Certains Awa se sont installés dans des villages gouvernementaux, mais la plupart conservent encore leur mode de vie traditionnel. Ils survivent en tant que groupe nomade dans les forêts, avec très peu de contact avec l'extérieur. Les forêts dont ils dépendaient et dans lesquelles ils vivaient étaient détruites par l'abattage des arbres et le défrichage pour l'agriculture, et leur peuple était tué par les colons. Cela a conduit la Banque mondiale et l'Union européenne à accorder au gouvernement brésilien la somme colossale de 900 millions de dollars de prêt. Le prêt était conditionné à la protection des terres et des populations de certaines tribus indigènes, dont les Awa. Sans l'intervention du gouvernement, la tribu et sa culture auraient disparu depuis longtemps. Cependant, le gouvernement brésilien a encore mis beaucoup de temps à tenir son engagement. Ce n'est qu'en 2003 que les terres des Awa ont enfin été délimitées. Cependant, cela n'a pas arrêté les envahisseurs et les bûcherons qui ont continué à pénétrer sur leur territoire et à assassiner les membres de leur tribu. Numéro 10. Bulbes jaunes et insectes étranges. La vidéo d'un arbre étrange, dont le tronc était recouvert de petits bulbes jaunes, découverte dans la forêt amazonienne, a dérouté de nombreux scientifiques. Certains ont pensé qu'il s'agissait d'un type étrange de champignon, mais une inspection plus approfondie a rendu cela très improbable. Mais en enquêtant davantage sur ces bulbes, on a découvert quelque chose d'intéressant. Ces étranges protubérances étaient consommées par des chenilles. Mais ce qui était encore plus déroutant, c'est que les chenilles n'étaient pas les seules présentes. De nombreuses fourmis entouraient ces chenilles, se nourrissant elles aussi des bulbes jaunes. Comme les fourmis n'attaquaient ni ne blessaient les fragiles larves de papillons, les scientifiques ont supposé qu'il devait exister une forme de relation symbiotique entre les deux groupes. Un tel type de coordination entre fourmis et chenilles n'avait jamais été observé auparavant. Cette relation mutualiste est aujourd'hui appelée myrmécophilie et elle fascine les scientifiques depuis longtemps. Les chenilles de la famille des Lachinidae possèdent une structure spéciale appelée organe nectarifère dorsal qui sécrète du sucre et des acides aminés. C'est ce doux nectar qui maintient les fourmis à proximité. Les fourmis, en retour, offrent une protection aux chenilles en repoussant les prédateurs et les parasites. L'espèce de papillon, appelée Tarantula tarantuna, est connue depuis un siècle, mais les scientifiques ignoraient comment elle vivait et survivait jusqu'à la découverte de cet arbre et de la relation entre les fourmis, les chenilles et les bulbes jaunes. Numéro 11. Les grenouilles de verre. Les grenouilles de verre, également connues sous le nom de grenouilles citro, sont une espèce singulière à la peau translucide. Il existe environ 60 types différents de grenouilles de verre qui vivent principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ces grenouilles préfèrent habiter les forêts tropicales, dans la partie supérieure des arbres, au-dessus de l'eau. Toutes les espèces de grenouilles de verre sont en danger d'extinction en raison de la perte de leur habitat. Leur taille varie selon l'espèce, des plus petites qui atteignent jusqu'à 0,78 pouces de long, aux plus grandes qui peuvent mesurer jusqu'à 3 pouces de longueur. Le corps de ces grenouilles est généralement de couleur vert vif ou olive, parfois avec des taches noires, blanches ou bleuâtres. La peau des grenouilles de verre est translucide, ce qui permet de voir leurs organes internes comme le foie, le cœur et les intestins. Certaines espèces ont des os verts ou blancs, ce qui les aide à se camoufler dans les feuilles et à se protéger des prédateurs. Ces grenouilles se nourrissent d'insectes et d'araignées et jouent un rôle important dans les écosystèmes en contrôlant la population d'insectes. En raison de leur petite taille, elles sont une proie facile pour de nombreux prédateurs, notamment les serpents, les mammifères et les oiseaux. Les grenouilles de verre sont des animaux nocturnes et sont actives principalement entre le crépuscule et l'aube. Ce sont également des créatures extrêmement territoriales. Les mâles vocalisent pour signaler que le territoire est occupé. Si l'intrus ne recule pas, la grenouille devient agressive et chasse le concurrent indésirable. Ces animaux arboricoles passent la majeure partie de leur temps dans la canopée des arbres et ne descendent qu'à la saison des amours. Numéro 12. Goliath mangeuse d'oiseaux. La goliath mangeuse d'oiseaux est sans aucun doute l'araignée de vos cauchemars. Elle appartient à la famille des nigales appelée Pterophosidinae. Originaire des forêts tropicales d'Amérique du Sud, c'est de loin la plus grande araignée connue au monde. Elle peut peser jusqu'à 175 grammes et mesurer jusqu'à 13 cm de long.
Bien qu'on les appelle mangeuses d'oiseaux, elles se nourrissent rarement d'oiseaux. Ces grandes araignées peuvent avoir des pattes atteignant jusqu'à 30 cm. Les mangeuses d'oiseaux sont l'une des rares espèces de mygales qui ne possèdent pas d'éperons sur la première paire de pattes. Les mâles adultes sont généralement de couleur bronze à brun clair et doré. Contrairement à d'autres mygales, les femelles de cette espèce ne dévorent pas les mâles pendant l'accouplement. Les femelles atteignent leur maturité en environ 3 à 6 ans et peuvent vivre de 15 à 35 ans. Les mâles, en revanche, meurent peu de temps après avoir atteint la maturité et n'ont qu'une espérance de vie de 3 à 6 ans. Ces mangeurs d'oiseaux ont des poils sur le corps, l'abdomen et les pattes. Les femelles pondent généralement de 100 à 200 œufs qui éclosent en petites araignées dans un délai de 6 à 8 semaines. Elles se frottent également l'abdomen et libèrent des poils qui peuvent gravement irriter la peau et les muqueuses de leurs prédateurs. Comme toutes les autres mygales, elles possèdent aussi des crochets assez grands pour percer la peau d'un être humain. Elles transportent également du venin dans leurs crochets et n'hésitent pas à mordre lorsqu'elles se sentent menacées. Numéro 13. Immense récif de corail. En 2016, des scientifiques ont fait une découverte fascinante dans les eaux boueuses du fleuve Amazone. Ils ont trouvé un immense système de récifs coralliens qui se cachait dans les profondeurs du fleuve. L'énorme réseau de récifs coralliens s'étend sur environ 1000 km et abrite un écosystème caché totalement unique. Le récif, peuplé de milliers de créatures colorées et étranges, a été découvert à l'embouchure du fleuve Amazone. C'est ici que l'eau douce se jette dans les vagues saumâtres de l'océan Atlantique. Le fleuve Amazone est considéré comme le plus grand fleuve du monde en termes de volume. Il contient près de 20% de toute l'eau douce de la planète. Le fleuve abrite une grande variété de créatures étranges et non répertoriées. Patricia Yagela et son équipe de scientifiques marins étaient en expédition pour recueillir des échantillons d'espèces à l'embouchure du fleuve Amazone. Au cours de l'expédition, un biologiste de l'Université fédérale de Rio de Janeiro s'est souvenu avoir lu à propos d'un poisson de récif le long du plateau continental et ils ont décidé de le chercher. Finalement, ils ont découvert un récif caché, regorgeant de vie. Ils ont découvert de nombreuses espèces de poissons de récif, des poissons mangeurs d'éponges, des algues et des coraux. Selon Patricia, ils ont trouvé des animaux étonnants et colorés lors d'une expédition. À l'extrémité sud, les coraux et les créatures qui utilisent la lumière du soleil pour se nourrir dominent. En allant vers le nord, ces espèces diminuent et le récif est composé d'éponges et d'autres bâtisseurs de récifs qui se nourrissent des nutriments du fleuve. Numéro 14. La baleine à bosse. Les biologistes marins et les zoologues du Brésil sont restés stupéfaits lorsqu'une énorme baleine à bosse morte a été découverte dans la forêt amazonienne, près de l'embouchure de l'Amazone. La baleine se trouvait à environ 15 mètres du rivage de la plage d'Aruna, le long de la baie de Marajo, dans le Serré, au Brésil. Selon les autorités locales, il était rare de trouver une baleine dans la région à la saison où elle a été découverte. La baleine pesait environ 10 tonnes et mesurait pas moins de 8 mètres de long. Mais certains responsables ont estimé que la taille était légèrement supérieure, affirmant qu'elle mesurait environ 11 mètres. Une équipe du département municipal de la santé, de l'assainissement et de l'environnement a révélé que le corps ne présentait aucune blessure visible. Les experts pensent que la baleine a été projetée sur la terre ferme par une marée puissante ou qu'elle est morte en mer et a été ramenée à terre par des personnes. Le groupe de conservation a expliqué que la baleine n'était pas encore totalement mature. Ce n'était pas un animal adulte, car lorsque les baleines à bosse atteignent leur maturité, elles peuvent peser environ 40 tonnes et atteindre la taille d'un autobus. Le responsable du projet a supposé que le petit s'était probablement séparé de sa mère pendant la migration vers le sud. Mais jusqu'à présent, personne ne sait vraiment comment la pauvre créature s'est retrouvée morte sur la terre ferme. Numéro 15. Lézard Jésus-Christ. Le basilic coma est une espèce de lézard appartenant à la famille des Corythophanidae. Il est endémique d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, où on le trouve généralement près des rivières et des ruisseaux dans la forêt amazonienne. Mais pourquoi l'appelle-t-on lézard de Jésus-Christ? Eh bien, c'est parce que cette espèce particulière de lézard peut courir à la surface de l'eau. Le basilic coma est relativement plus grand que les autres lézards et possède une haute crête ressemblant à une nageoire le long du dos. Celles-ci sont pour la plupart de couleur marron ou crème.
Les lézards mâles ont des crêtes sur la tête et sur la queue. Ils ont également une bande blanche, crème ou jaune sur la lèvre supérieure et une seconde bande de chaque côté du corps. Les lézards Jésus-Christ ont une grande bouche menaçante remplie de dents semblables à des plaies. Ce lézard est peut-être célèbre pour courir sur l'eau, mais c'est aussi un grimpeur et un nageur tout aussi efficace. Il peut rester sous l'eau jusqu'à une demi-heure en moyenne. Ces lézards vivent 7 ans en captivité, mais à cause des prédateurs dans la nature, leur durée de vie est plus courte. Lorsqu'il est effrayé, le lézard réagit en courant vers le plan d'eau le plus proche. Arrivé à l'eau, il continue de sprinter. Un basilic adulte peut courir à une vitesse moyenne de 24,1 km/h. Ces lézards restent près de l'eau pour pouvoir échapper aux prédateurs terrestres, mais ils ne nagent que lorsque c'est nécessaire, car ils risquent aussi d'être dévorés par des animaux aquatiques. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.